Rebonjour, nous voici à la Cité internationale de la langue française avec Dany Laferrière, académicien. Bonjour maître. Bonjour. Alors, les livres, vous connaissez, Oui, oui. c'est c'est une longue histoire. C'est surtout une très jolie sculpture de livre ou un Oui, livre que je vois là. C'est vrai qu'on oublie la couleur, la forme, le poids. Je me souviens quand je venais d'arriver à Montréal et qu'il faisait froid, c'était bien d'essayer de se constituer une librairie. Ça protège du froid physiquement. oui, le patron. Et ça embellit aussi une chambre un peu pauvre d'un jeune arrivant dans une nouvelle ville qui vient d'un pays en difficulté politique et économique, de se retrouver dans une chambre. Il suffit de mettre des livres autour pour que brusquement la chambre n'ait plus à critiquer, dans le sens que c'est la chambre de la lecture. Ça devient une bibliothèque. Et donc c'est magnifique les livres physiquement, sans même, avant même de l'ouvrir. Ah oui, c'est pour ça que quand vous faites une performance sur scène, on rentre chez vous avec une mise en scène. Hier, on vous a vu sur la scène du festival, Et un petit avec des salon livres, avec des livres. avec des livres parce que le livre me rassure avant de me consoler. Et quand... Bon, j'ai oublié l'odeur aussi du papier. Ah oui, J'ai et donc, oublié et tout cela, leur présence et physique. Et donc, je demande à ce que le livre soit le plus présent, le plus souvent possible, parce que les jeunes gens qui sont dans d'autres formes, dans d'autres supports de lecture, et risquent d'oublier la force physique du livre, sa présence, son évidence même. Donc, de temps en temps, il faut rappeler. Et de plus en plus, on montre des gens en train de lire avec des appareils ou bien encore des choses photographiées, photocopiées. Et c'est intéressant. Souvent, je demande d'avoir le livre lui-même pour l'ouvrir et montrer qu'il existe et qu'il est beaucoup plus moderne que tout appareil électronique. et Rien ne puis il y s'ouvre a la plus facilement. pérennité. La pérennité aussi, et c'est pas seulement ça, c'est un coffret. On peut mettre une fleur, une branche, une feuille, l'odeur, ou plutôt la trace du spaghetti qu'on a mangé il y a 40 ans. Et puis aussi, ça conserve même de l'argent. Je mettais du papier monnaie et pour essayer. C'est une banque, une bibliothèque. On peut trouver de l'argent aussi. Des notes? Des notes, bien sûr, ça c'est la première chose et du livre. Et c'est toujours émouvant de voir Voltaire qui est en train de mettre des notes à côté sur la page à propos d'un livre de Rousseau et d'imaginer que tous les écrivains qui notent, et ça nous dit que de grands lecteurs ont lu de grands écrivains. C'est toujours intéressant. Et comme n'importe qui aussi, un jeune homme de 17 ans qui lit tout seul dans sa chambre, ou une jeune fille et qui note dans la marge, et ça s'appelle une conversation avec l'écrivain. Alors on parle de conversation, derrière vous il y a des écrans, où alors plus là, mais là on est dans une manifestation, mais il y avait des textes sur des murs. Ça vous évoque quoi les textes sur les murs? C'est depuis longtemps. Avant, il y avait des dessins, très longtemps Mmh. avant, sur les grottes, dans les grottes. Et les textes sur les murs, ça rappelle que lire n'est pas seulement d'abord dans la forme que l'on connaît, qui est une forme abrégée. Le livre, une forme condensée, concentrée. Il y a le grand livre de la ville. Et à ce moment-là, il y a des gens qui sont un peu impressionnés par le livre lui-même et par la bibliothèque elle-même, mais qui lisent une ville, les commerces et toutes sortes de choses. On ne cesse de lire dans une ville. Donc, s'il y a en plus des textes sur les murs, comme en mai 68, il y avait eu ce texte de Malraux, Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. C'est magnifique. Ou bien sur les pavés, la plage, ou bien encore, je veux rien de moins que la révolution. Donc, c'est une façon d'enseigner et de permettre aux gens d'ouvrir le grand livre ou de se retrouver dans le grand livre, c'est-à-dire la ville elle-même. Donc, les textes sur les murs disent aussi des frustrations populaires, ils disent aussi, et puis aussi dans les toilettes, et un peu partout. Les gens n'ont jamais cessé d'écrire dès qu'il y avait un espace. L'enfant, la première chose qu'il fait, c'est d'écrire
sur le mur de la chambre de sa mère, il est parfois puni pour cela, mais au début, il est applaudi. Et donc, l'idée d'écrire sur toute surface plane et peint de manière unie, et avec la possibilité d'avoir un crayon ou une craie, c'est d'abord une jouissance. Écrire commence là. C'est-à-dire, c'est une jouissance, et une transgression. Et quand on a Oui, parce que compris que la mère n'aime pas qu'on écrit sur les murs de sa chambre, c'est la transgression. hmm. Jouissance et transgression. Et écrire avec une plume, je vois une plume là au-dessus de nous, là, juste là dans la bibliothèque. Là, dans la bibliothèque, Ouais. oui. Ah oui, Ah, la plume. Léoto faisait ça. Et c'est un des derniers qui a fait ça, parce qu'on faisait ça avant, bien sûr. Hmm. C'était la façon. J'ai écrit avec un encrier quand j'étais enfant à Hmm. l'école, et c'était déjà une plume, disons, industrialisée. Mais la plume même, pour eux, enfin, c'est une manière comme une autre. Léoto faisait ça parce qu'il était un peu réactionnaire dans le bon sens du terme. Il aimait bien qu'on garde ce qui paraît déphasé, dépassé. Et il voulait dire que ça ne nous empêche pas d'écrire, ça ne nous a pas empêché d'écrire le plus long journal peut-être de la littérature. Donc oui, on fait comme on veut, avec ses ongles, avec son sang dans les prisons, on a vu. Mhm. Et les gens écrivent de toutes les manières, dans toutes les situations. Alors, on parle d'écriture, mais hier on a vu que vous mixiez le mot, l'écrit avec le dessin. Le dessin apporte quoi de plus au mot? Non, on peut faire du dessin tout seul, on peut même faire de la peinture tout seul, qui a sa puissance. On peut faire de l'écrit tout seul, qui permet d'autres choses, une autre façon de concevoir ce que l'on voit, ce que l'on lit. Et non, ça n'apporte rien, mais c'est une manière qui est restée très longtemps. D'ailleurs, tous les enfants font ça, ils écrivent et dessinent en même temps. Et on n'a qu'à leur donner des crayons, ils font les dessins, et puis ils écrivent des choses à côté, papa, maman, mon petit frère, ma petite sœur. Ils trouvent que c'était important, même si l'image est claire, et d'apporter le mot pour le préciser. Ben, c'est une très vieille manière qu'on a poursuivie. Et de plus en plus, des artistes comme Basquiat ont mis des mots avec leurs dessins. Et c'est là depuis très longtemps. C'est une autre forme. L'écrit tout seul, le dessin tout seul, et puis le dessin avec l'écrit. Il n'y a rien qui apporte plus. Parce que quand on écrit, quand on dessine, tout dépend de celui qui reçoit. On ne peut pas oublier la lectrice ou le lecteur. Donc si on oublie, si on croit qu'un art peut être tout seul, disons autonome, eh bien on se trompe. Il a besoin de l'autre. Et l'autre, c'est son tempérament. S'il trouve que le dessin affaiblit le mot ou le mot affaiblit le dessin, il ne va pas le faire. S'il trouve que ça fait un art, un troisième, Hmm. un troisième type. Alors là, on est dans le château de Villers-Cotterêts, il y a un édit qui est dans une pièce un peu plus loin, où le français est devenu langue officielle sous François Ier pour tout ce qui était communication officielle de l'État. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque? Rien. C'est comme ça, à un moment donné, l'État prend une décision. Des fois, ça rencontre, disons, l'adhésion du peuple. Des fois, c'est contesté et ça peut finir par une guerre, puisque nous savons bien que la langue est une passion populaire. C'est la chose, j'allais dire, comme Descartes l'a mieux partagée. Et tout le monde parle ou cherche à parler, et quel que soit l'âge. Et donc, on n'y touche pas. C'est même plus puissant que la religion. On n'y touche pas, et comme ça. Et bien sûr, c'est un grand moment quand une décision royale ou d'État, disons, anoblit, disons, l'habitude populaire du plus grand nombre. C'est toujours un grand moment. Quand un écrivain le fait aussi, quand Montaigne décide d'écrire en français alors qu'il connaissait bien le grec et le latin, quand Dante le fait aussi, décide d'écrire dans un patois alors qu'il connaissait bien le latin et le grec, qu'on appellera peut-être l'italien.
Et c'est toujours un grand moment parce que c'est le triomphe du plus grand nombre et sur une chose qui concerne le plus grand nombre. Et on est toujours ému de voir que la minorité la plus pointue, c'est-à-dire la royauté, l'aristocratie, puisse à un moment donné comprendre l'intérêt populaire. Si, est-ce que vous vous définissez comme un écrivain surréaliste? Ah non, je suis un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit. Et maintenant, c'est le lecteur qui va le voir. Si je suis lu, par exemple, par une jeune fille très fantaisiste, il va me prendre pour un écrivain très ordinaire. Et c'est-à-dire ordinaire dans le sens que mes sensations, mes émotions vont rencontrer les siennes. Et il va me prendre pour la personne qu'elle aurait aimé et rencontrer. Et pour elle, c'est l'ordinaire. C'est l'ordinaire. Personne ne se prend pour quelque chose pour quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est le contraste et si quelqu'un est très très conservateur, il me prendra pour un écrivain un peu presque étonnant et extraordinaire, donc pas forcément positif. Donc il y a une telle puissance de l'autre côté, c'est-à-dire dans cette forêt de lecteurs et de lectrices, et que l'écrivain, l'écriture, le livre ne peut pas échapper à cette forêt. Et d'ailleurs, le mot forêt tombe bien, puisque le livre vient de la forêt lui-même, de l'arbre. Et on ne peut pas concevoir le livre de son point de vue uniquement. Que je me prenne pour qui je veux, cela n'influe aucunement sur le destin du livre que j'ai écrit. Son destin dépendra de la main qui se portera sur mon livre dans une librairie du choix et, et de la lecture qui sera faite et puis aussi de la capacité de cette personne de convaincre d'autres de sa tribu de me lire. Et alors, d'être académicien, c'est une finalité, c'est un passage, c'est une reconnaissance. Non, c'est être académicien. Non, je ne pense pas. Bien sûr, peut-être une reconnaissance, parce qu'il y a des jeunes gens très talentueux là qui disent, qui vous acceptent dans leur club, si l'on peut dire. Mais ce n'est pas une finalité, au contraire, c'est le début, puisque on vous dit, bon, arrêtez de, j'allais dire, de faire des efforts, arrêtez de croire que c'est une montagne. Maintenant, amusez-vous, c'est-à-dire, et vous avez le droit d'aller plus dans la fantaisie et de faire. Ça ne veut rien dire, hein. Il y a des gens qui ne pourront jamais descendre du cheval, mais c'est pas du tout une finalité, ni dans mon cas une consécration, et parce que je suis tellement dans ce que j'écris, ça me plaît tellement que je suis déjà payé amplement. Et en ayant la possibilité de jouer avec les voyelles et les consonnes, et jusqu'à créer des sensations et des émotions que des gens dans des pays que je ne connaisse pas, dans des langues que j'ignore, puissent trouver leur plaisir et leur intérêt. Pour moi, c'est ça la grande consécration, de savoir que je suis lu dans des langues que je ne peux pas lire. Vous êtes traduit dans beaucoup de langues, vous savez? Oui, oui, Sûrement, oui. oui, oui, Oui. grec, polonais, français, parce que créole aussi, en anglais, en espagnol, en italien, en japonais, en chinois, enfin, coréen et autres. Et oui, voilà, je Et pense qu'il y a une douzaine en tant de... qu'écrivain, de se voir traduit, vous n'avez pas peur qu'il y ait une perte du message que vous voulez faire passer? Parce que vous avez écrit un texte en français, ou hier vous nous avez lu des poèmes en créole. Ça a été écrit dans une langue. Donc, est-ce que le fait de le traduire, on ne perd pas quelque- Ça ne me regarde pas, je ne connais même pas la langue. Enfin, c'est de quoi que le livre vous appartient. Bien sûr, on aime bien quand on lit, quand on vous traduit un article qui dit, d'un journaliste ou d'un critique important du pays qui dit c'est bien traduit. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, parce que si ce n'est pas trahi, je pense qu'il y a un problème. Il faut qu'il y ait une trahison, il faut qu'il y ait une, une, euh, une réinvention quelque part. Je préfère qu'on me dise que
Bon, c'est mal traduit, c'est pas bien. C'est-à-dire que si quelqu'un écrit mal Mm. et dans sa langue, c'est là le problème. Oui. C'est pas de traduire exactement ce que je ressens. Et d'ailleurs, ces livres-là ne se lisent pas dans l'autre langue quand on imite. La traduction, c'est la possibilité d'améliorer l'original. Et donc, l'idée de croire qu'une bonne traduction, c'est un livre et traduit médiocrement, s'il était médiocre à l'original, est une mauvaise idée. Et le traducteur a presque l'obligation d'améliorer ou de chercher à améliorer le livre parce il vient après et il a cette chance. Il doit donner au livre cette chance D'accord. d'être mieux. Mm. Donc il n'y a aucune chose, aucune obligation d'imitation et il doit chercher par tous les moyens à ce que le livre puisse être lu. Si c'est fait de façon outrancière, si ça dépasse les bornes, eh bien, dans 20 ans, on trouvera un autre traducteur qui va rectifier. Et comme on l'a fait avec les livres de Dostoïevski, qui va dire, voilà, et puis encore plus, et si le livre tient, et il sera toujours traduit. C'est infini, si l'on pense à Borges. Un livre, c'est infini. Borges dit qu'il n'y a que la paresse, c'est-à-dire la fatigue, et puis aussi la foi, et qui fait qu'on arrête d'écrire un livre. Et je crois que le livre continue aussi dans la traduction. Il continue sa course. Il ne s'arrêtera pas. Il s'arrêtera quand il n'y aura plus aucun lecteur et quand il n'y aura plus rien dans sa course. Comme l'être humain s'arrête et quand il n'y a personne qui se souvient de son nom après quelques décennies ou siècles après sa mort. C'est là que la course s'arrête. Eh bien, le livre aussi ne s'arrête que quand plus personne ne s'intéressera, ne l'ouvrira. En tant qu'auteur, est-ce que c'est comme comme un artiste, quand il fait une toile, il expose sa toile. Il y a beaucoup d'artistes qui disent à partir du moment où ma toile est exposée, elle ne m'appartient plus. Est-ce qu'à partir du moment où le livre est imprimé, il est passé sous presse, il n'appartient plus à l'auteur, il appartient à celui qui le lit? Oui, oui, absolument, mais il ne faut pas exagérer non plus. C'est pas parce que vous êtes en train de le lire qu'il est à vous, comme c'est pas parce que je l'ai écrit qu'il est à moi. Et donc, le livre appartient toujours à lui-même. Il y a quelque chose qui, d'abord, pour l'auteur, qui s'appelle la propriété morale et intellectuelle. Mhm. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Oui. Euh, Avec le livre, il y a quand même, j'ai une autorité. Et il m'appartient tant que je connais le lecteur. Et comme l'idéal, c'est de ne pas connaître le lecteur, qu'un grand nombre de gens vous lisent que vous ne connaissez pas, d'où le succès du livre, donc je ne sais même pas de quelle manière il ne m'appartient pas. Donc il rentre dans un... Au lieu de régler la question sur la question de la propriété individuelle, il faut plutôt suivre le destin, le parcours du livre. Et éliminer ce genre de questions qui ne dépendent de personne, comme par exemple, est-ce que la traduction, vous êtes d'accord ou pas quand vous ne connaissez pas la langue? Ça sert à quoi? Ou bien encore, est-ce que le livre vous appartient ou ne vous appartient pas? Ça ne sert à rien. Le succès du livre vient du fait que vous ne connaissez pas ceux qui le lisent. Le lecteur, le vrai, il est invisible. Alors, là, on a un petit jeune à côté de nous. Euh, Quel message pour les jeunes, pour les ramener à la lecture? Partout, on dit qu'ils lisent plus de livres, ils sont sur les réseaux. Est-ce qu'il pourrait y avoir un message Ah non, non, je fais jamais de message aux non, gens. pas... Non, je fais Non. non, je comprends le bon message et il m'indispose un peu. Et je ne fais pas de message aux gens. Et monsieur est en train de regarder attentivement et d'écouter ce qu'on dit Oui, là. d'écouter ce qu'on Mais dit. Oui. quel message je peux lui donner à ce jeune homme qui sait très bien ce qu'il fait? Et je n'ai aucune idée de ce qu'il va faire, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il va devenir. Non, non, je pense que les gens qui s'y intéressent, ne nous inquiétons pas. Et la publicité d'une chose nouvelle est toujours intense. Et c'est normal que les gens s'intéressent à d'autres formes. Mais je crois que la sagesse de l'humanité fait qu'on a toujours additionné. Et quand la peinture est arrivée, on a été très impressionnés. Et immédiatement après, la photographie nous a fait peur à la peinture. On a dit, ben, on peut faire exactement la même chose, moins cher, en plus rapide, en plus précis. Et donc, c'est fini toute cette histoire de paysage. Eh bien, immédiatement après, le cinéma est arrivé. Et donc, on peut voir même la chose en mouvement.
Alors que pour la photo, c'était pas en mouvement. C'est pas possible. Donc, on s'intéresse plus à la photo. Eh bien, les gens ont continué à s'intéresser à la photo, à la peinture. Et quand la télé est arrivée, on a dit le cinéma, c'est fini parce que la télé, à la maison, on peut regarder. Et on l'a fait. On l'a fait pendant des décennies. Et puis à un moment donné, on a dit, mais le cinéma aussi, c'est quand même intéressant, et des choses comme ça. Et quand l'Internet est arrivé, on a dit, la télé, ça vaut rien. C'est un peu raide, c'est 2 ou 3 chaînes, l'Internet. Et à chaque fois, c'est cela. On s'étonne. À chaque fois, on dit, c'est la mort de quelque chose. Alors que l'humanité, dans sa sagesse, c'est-à-dire le collectif inconnu, l'inconscient collectif de l'humanité, a toujours compris que le fin mot de l'histoire, c'est l'addition. On a toujours additionné au lieu de soustraire. Donc on continuera, on va, et à chaque fois on s'émerveille comme un enfant, et sur le nouvel jouet, et puis on s'émerveille pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, et puis après, et ça rentre dans l'histoire, jusqu'à ce qu'on trouve autre chose, et qu'on s'étonne. Et qu'on On refasse est, on pareil. est comme ça, on aime s'émerveiller, on aime découvrir. Il n'y a pas aucune découverte qui soit au-dessus de l'autre. Et rien ne dit qu'on ne puisse pas apprendre des choses extraordinaires avec d'autres supports. Et rien ne dit que le cerveau humain n'est pas capable d'accumuler plusieurs techniques en même temps. On va résister et continuer. Ah non, on va jouir, on va pas résister, on va jouir, Jouir. on va être content. Et la vie est un buffet chinois. Et on va goûter à tous les plats. Et à chaque fois, on espère qu'on va ajouter d'autres choses et qu'on sera très content de tout cela. Moi je pense, on pense qu'on est arrivé au bout là, avec l'Internet, les réseaux sociaux, les trucs, et de faire des FaceTime et gratuitement presque pendant que le téléphone a coûté cher, on fait des trucs comme ça. Mais je suis sûr qu'on va arriver à faire de télépathie. Ça va être du cerveau à cerveau. On va vous mettre une puce et vous allez être n'importe où, vous allez être en communication. Et ça va nous passionner pendant un moment. Mais comme ça a passionné aussi la découverte de la première télé en noir et blanc, et qui avait passionné les gens, qui se mettaient en habit pour regarder ça le dimanche, on est capable de se passionner des choses nouvelles qui arrivent. On est un animal à la fois d'habitude et d'étonnement. Mais merci beaucoup de ces belles paroles, de cet échange. Merci du temps que vous m'avez consacré. Et puis on se retrouve sur le Festival des Mets et des mots